Donc, je suis Catherine Dameron, je travaille au bureau des temps de la ville de Rennes et de Rennes Métropole. Et aujourd'hui, je vous propose de nous interroger sur la question de la gestion du temps, pour savoir si c'est un enjeu individuel qui laisse chacun et chacune face à ses difficultés quotidiennes de gérer ses multiples contraintes temporelles, sa to-do list dont parlait Hartmut Rosa hier. Ou est-ce que ça peut être un enjeu collectif que j'ai voulu symboliser ici par un beffroi, donc ici c'est celui de la mairie de Rennes, et qui au Moyen-Âge a symbolisé le passage à un temps profane et à une gestion collective du temps justement à l'échelle des villes. Alors avant de commencer vraiment sur cette question, je vous propose de faire un petit détour pour regarder où nous en sommes aujourd'hui de notre gestion des temps et de voir les petits changements qui ont modifié notre rapport au temps. Alors c'est pas une conférence sur le cinéma, ça c'est avec Jean-Claude Carrière dans l'autre salle, mais je vais vous proposer un petit quiz, donc vous avez les petits papiers de couleur pour répondre, pour voilà, réfléchir ensemble à là où on en est dans notre rapport au temps aujourd'hui. Donc, pour une première question, à votre avis, sur l'ensemble de notre vie, le temps passé au travail représente-t-il 10% de notre vie, 25% de notre vie ou 50% de notre vie complète? Donc, vous répondez avec les petits papiers de couleur. Voilà, donc les réponses sont très variées, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal de ne pas savoir. On est à 10% en fait de notre temps de vie complet. Alors pour cela, ça suscite tout de suite un peu de débat. Donc je vous renvoie pour ça aux travaux de Jean Viard, qui n'a pas pu venir jeudi, mais qui était normalement un des intervenants de Time World, et qui a une approche du temps de vie en heures de vie. Et donc il montre bien qu'aux alentours de 1900, on était à 500 000 heures de vie. Sur ces 500 000 heures, on dort 200 000 heures. On travaillait à l'époque de 100 000 heures, et du coup, il ne restait plus que 100 000 heures pour faire toutes les autres activités de notre quotidien. Aujourd'hui, notre vie s'est allongée. On est à 700 000 heures, et on dort toujours 200 000 heures. En fait, on dort moins par nuit. Par contre, on ne travaille plus que 70 000 heures dans notre vie. Alors, sous l'effet d'énormément de changements qui ont eu lieu au fil du temps. On est passé à la semaine des 6 jours, 48 heures, 40 heures, 35 heures de travail. Il y a aussi le chômage, il y a aussi voilà, les temps partiels, plein de formes. Et du coup, donc, on n'est plus qu'à 70 000 heures de travail, donc par rapport à 700 000 heures de vie complète, on est bien à un dixième. Et donc il y a 30 000 heures par contre à peu près liées aux études, et tout le reste, donc 400 000 heures pour les autres activités. Deuxième question, combien de salariés aujourd'hui ont des horaires qu'on pourrait dire de classiques, à peu près entre 9h et 18h, du lundi au vendredi, connus à l'avance. On est sur des ordres de grandeur, je ne vous donne pas le chiffre exact, 40%, 60%, 80%. Alors, je suis étonnée, pas mal de gens ont peut-être des notions sur le sujet. Il y a une étude récente qui est sortie. Donc effectivement, on est exactement à 37% des salariés qui aujourd'hui ont des horaires classiques, et tous les autres ont des horaires qui varient d'une manière ou d'une autre de ces horaires classiques, soit parce qu'ils travaillent à temps partiel, à peu près 19% des salariés travaillent à temps partiel, soit parce qu'ils travaillent le samedi, que ce soit régulièrement ou occasionnellement. On est à peu près à 48%, presque de la moitié des salariés qui travaillent d'une manière régulière ou occasionnelle le samedi, 28% le dimanche, 15% la nuit, et aussi toute une partie de la population qui ne connaît pas ses horaires à l'avance. 10% ne sait pas ses horaires à l'avance, donc pour inscrire son enfant à la garderie, pour s'inscrire dans une activité personnelle de sport ou de loisirs, ça rend toute sa vie sociale beaucoup plus compliquée. Prochaine question, qui concerne le temps libre. Combien de temps passons-nous, à votre avis, devant les écrans, que ce soit télé ou Internet, par rapport à notre temps libre uniquement? Est-ce que c'est 25%, 50% ou 75%? Ok, donc en effet, on est aux alentours de 50%, 53% exactement. Sur l'ensemble de notre temps libre, les autres activités sont beaucoup plus marginales, on va dire, entre la sociabilité, lecture et autres. Je vous alerte aussi sur cette question du temps libre en général, sur de fortes inégalités qui existent, notamment par rapport à un temps libre spécifique qui sont les vacances. Aujourd'hui, un adulte sur 2 et un enfant sur 4 ne partent pas en vacances.
Maintenant, pour le quotidien, le temps des tâches domestiques, sur 10 ans, à votre avis, de combien de temps les hommes ont-ils augmenté leur participation aux tâches ménagères centrales, ménage, courses, cuisine, lessive? Est-ce que c'est de 0 minutes, 15 minutes ou 30 minutes? Bon, alors un fort optimisme, mais malheureusement, on est à 0%. Donc, et si malheureusement c'est possible, sur l'ensemble de la société, on n'a pas d'augmentation de la participation des hommes aux tâches domestiques. Et aujourd'hui, le temps passé au cœur des tâches domestiques dont j'ai parlé tout à l'heure, la cuisine, lessive, ménage, courses, 70% de ce temps est passé aujourd'hui par les femmes. Et même sur les activités parentales, on parle beaucoup des nouveaux pères, etc., 63% des tâches parentales sont aujourd'hui gérées par les femmes. Sur la question des transports maintenant, à votre avis, toujours sur une journée, combien de temps passons-nous dans les déplacements, à pied, en métro ou autre, sur des trajets qui ne concernent pas le domicile-travail, donc pour les loisirs, pour nos démarches, pour nos courses ou autres? Est-ce qu'il s'agit de 25 minutes, 35 minutes ou 50 minutes par jour? On est en fait à 50 minutes sur l'ensemble de la population. Je ne l'ai pas mis ici, mais les actifs, eux, passent 50 minutes aller-retour pour aller au travail. Enfin, ceux qui ont un travail passent 50 minutes pour aller-retour pour leur travail. Et on a presque autant de temps pour le hors-travail sur les déplacements. Donc, sur l'ensemble de ces petites questions que je vous ai posées, on a, nous, au sein du Bureau des temps, une sorte de mission de diffusion de cette connaissance sur les inégalités temporelles. Et vous pourrez trouver un petit jeu de cartes que j'ai oublié de prendre, mais que j'ai mis sur une chaise à la sortie pour partager et continuer à réfléchir sur ces inégalités. Et inégalités dont je rappelle, comme Meredith Nash l'a dit aussi ce matin, que finalement l'inégalité face au temps, c'est aussi une inégalité de pouvoir. Alors maintenant, je vais revenir plus concrètement sur la question du temps collectif ou temps individuel, pour rappeler qu'on a été très longtemps soumis à des temps collectifs très forts, qui pouvaient être soit le temps des saisons en agriculture, soit le temps religieux, le son de la cloche, mais aussi la sonnerie de l'église, la sonnerie de l'usine, ou encore le 20h même, qui a longtemps été un rendez-vous partagé par une grande partie de la population. Or, aujourd'hui, on a l'impression de s'affranchir de ces temps collectifs. Qui, parmi vous, par exemple, a une sonnerie pour marquer le début de sa journée ou la fin de sa journée? Bon, je ne vous demande pas de répondre. Donc, on a l'impression de s'affranchir de ces temps collectifs et d'une grande liberté qu'on gagne pour pouvoir gérer notre temps comme on voudrait. Mais finalement, ce que je voudrais voir avec vous, c'est est-ce qu'on est vraiment si libre de notre organisation temporelle et est-ce qu'on peut vraiment gérer notre temps de manière totalement individuelle? Alors, je vais proposer plusieurs limites. D'une part, l'impression de pouvoir gérer notre temps comme nous voulons. C'est peut-être tout d'abord un biais un peu ethnocentré de cadres qui ont l'impression de pouvoir gérer leur temps de travail notamment ou autre, alors qu'en fait dans la société française aujourd'hui, 60% des salariés toujours ont des horaires de travail fixés par leur employeur, que ce soit dans le commerce, la santé, l'enseignement ou autre. Il y a des horaires imposés. Même avec des horaires libres, nos rythmes restent très synchrones. Même si nos comportements individuels peuvent changer d'un jour sur l'autre, on ne fait pas tous les jours exactement la même chose, et là il y a une grande variabilité. Ceci dit, à l'échelle macro, à l'échelle de l'observation qu'on peut faire à l'échelle d'un territoire, de l'utilisation d'un réseau de transport ou autre, on voit des temps qui restent très marqués. Donc là, je vous ai mis l'exemple des temps de déplacement, du nombre de personnes en déplacement sur le territoire de Rennes dans la journée, et on voit qu'il y a un très fort pic sur 9 heures. Ah oui, non, excusez-moi, même plus précisément, c'est les temps de déplacement des cadres, donc des personnes qui aujourd'hui sont relativement libres de leurs horaires, et pourtant cette sous-population des salariés a des temps très synchrones avec une
une concentration autour de 9 heures, ce qui génère derrière des problèmes à l'échelle d'un territoire comme les embouteillages. Donc là-dessus, je vous renvoie notamment aux travaux d'Emmanuel Munch. Donc il y a un poster dans le hall à côté qui a bien montré que finalement il y avait une sorte d'aggravation de la pointe dans les transports qui est parallèle et concomitante à une généralisation de la flexibilisation des horaires de travail. Et ça peut interroger, mais c'est bien parce qu'en fait, d'autres temps prennent le relais. Des temps. Alors, on peut penser à l'école, mais tous les salariés n'ont pas des enfants. Il y a aussi, en fait, toute la partie qui est liée au regard social, à ce qui se fait ou pas. C'est très mal vu d'arriver à 10 heures au travail ou d'en partir à 16 heures. Donc, il y a ce poids du regard social, cette obligation aussi de se coordonner dans le temps avec d'autres collègues ou des réunions ou autres, qui fait que finalement, il n'y a pas de main invisible qui ferait que la flexibilisation des horaires de travail nous permet de venir au travail quand il y a moins de circulation. Pas du tout. En fait, on subit encore plus ces pointes de circulation. À Rennes aussi, on a fait une étude juste sur un quartier d'affaires plutôt dans le numérique, donc avec une grande proportion de cadres. Et dans l'enquête, on leur demandait s'ils étaient libres de fixer comme ils voulaient leurs horaires. 80%, donc là on est un peu hors norme, disaient avoir des horaires libres. Et pourtant, 90% arrivaient tous les jours à la même heure. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez contradictoire. Autre nuance par rapport à cette liberté horaire, c'est aussi de voir qui est libre finalement dans ces horaires, parce qu'on est libre aujourd'hui de pouvoir faire nos courses à 23h le soir ou le dimanche. C'est super, ça nous libère un peu de nos contraintes temporelles, mais derrière, ça oblige d'autres salariés à venir travailler en horaire atypique, au détriment de leur vie de famille et de leur vie sociale personnelle. Et donc il y a des très fortes inégalités sur le sujet, et les récentes propositions de loi pour généraliser, enfin pour ne plus considérer comme des horaires atypiques les horaires jusqu'à minuit. Il n'y a plus de paiement spécifique pour ces heures-là. Or, ça entraîne quand même pour les personnes concernées des contraintes très fortes. Donc voilà, ça renvoie là à des questions d'égalité. Et là-dessus, et donc la liberté de certains engendre une dépendance d'autres, et je vous renvoie aux travaux notamment aussi de l'Observatoire des inégalités sur le sujet, qui parle d'une population toujours plus flexible et corvéable, et on peut penser aussi à toutes les plateformes type Uber ou autres qui demandent une disponibilité en temps extrême pour des revenus toujours incertains. Donc pour synthétiser un peu là-dessus, donc les risques et les limites d'une gestion individuelle du temps, c'est déjà que ce n'est pas toujours possible, on ne gère pas toujours son temps comme on le souhaiterait. D'autre part, cette gestion individuelle des temps, elle peut être inefficace avec les bouchons, avec d'autres conséquences. Elle peut être culpabilisante à l'échelle individuelle. Quand on n'arrive pas à gérer son temps, on culpabilise. Elle peut être aussi source de stress. Plus globalement, pour résumer ce que j'ai dit pour l'instant, on observe donc une forte diversification et une forte individualisation des rythmes de vie. C'était un peu l'idée du quiz tout à l'heure. On observe aussi de fortes inégalités dans notre rapport au temps entre les personnes qui maîtrisent leur temps. Un des conférenciers aussi invitait à maîtriser son temps, mais encore faut-il le pouvoir. Maîtriser son temps aujourd'hui, c'est aussi avoir les ressources suffisantes pour pouvoir éventuellement payer des babysitters, payer des heures de ménage, payer des repas préparés qui nous libèrent d'un poids temporel, alors que d'autres vont être complètement contraints dans leur organisation personnelle par des trajets longs, par des tâches domestiques qui se reposent sur une seule personne ou par des horaires de travail complètement atypiques. Donc inégalité, accélération, Hartmut Rosaï en a parlé hier, mais d'autres auteurs comme Nicole Aubert aussi en ont parlé, cette impression
donc liées au progrès, au progrès technologique et au progrès des rythmes de vie en général, etc., que ce temps qui devrait être libéré, on pensait que la machine allait nous libérer du temps, mais finalement on souhaite toujours remplir ce temps avec toujours plus d'activité, on a toujours plus d'envie, et la société capitaliste actuelle va complètement dans ce sens de nous proposer toujours plus de sollicitations, comme si en fait on avait une certaine peur et angoisse du vide, qui est liée aussi à l'absence de transcendance de nos sociétés, mais on cherche à remplir toujours plus, et l'accélération en est un des exemples. Et enfin, toujours dans ce rapport au temps, il y a la question des tensions et des conflits temporels possibles dans notre gestion du temps, quand il y a soit des temps trop asynchrones, ici, par exemple, sur la vie nocturne, comment concilier ceux qui veulent sortir, ceux qui veulent dormir et ceux qui doivent travailler. Donc on a des conflits temporels d'usage asynchrone en fait, de l'espace public notamment, ou au contraire, on doit gérer une trop forte synchronicité, c'est le cas notamment des embouteillages. Alors, l'idée des politiques temporelles, donc, c'est comme ça qu'on appelle ce qu'on fait au Bureau des temps de Rennes, c'est justement de sortir d'une gestion individuelle de son temps, qui peut être culpabilisante, stressante et génératrice d'inégalités, pour aller à un aménagement collectif du temps à l'échelle d'un territoire, pour pouvoir offrir à chacun un certain droit au temps. Quelques exemples d'actions qu'on a pu mener au cours du temps sur cette question d'égalité, d'aménagement collectif du temps. Premier exemple, c'est la question des horaires de travail des agents d'entretien. Donc historiquement, les agents d'entretien qui faisaient les bureaux de la ville de Rennes travaillaient soit très tôt le matin, soit très tard le soir, ce qui engendrait pour elles, je dis elles parce que ce sont principalement des femmes, des difficultés à gérer l'articulation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, et une forte démotivation, un turnover important dans les équipes, etc. En travaillant longtemps avec elles, on a pu aboutir à des horaires de travail qui sont maintenant en journée. Donc pendant que les agents sont dans les bureaux, le ménage est fait. Et du coup, les agents se sentent, elles sont connues, reconnues, leur travail est respecté, valorisé. Et du coup, on a vraiment baissé le turnover des équipes, fidélisé les agents, et même la productivité a augmenté, puisque le ménage, on fait en 1 heure plus de surface de ménage qu'avant. Et là, c'est pour vous montrer que finalement, en tenant compte des problématiques individuelles dans la gestion collective des temps, on a finalement trouvé une solution qui est profitable à la fois au collectif et aux individus. Deuxième exemple, c'est sur la question de ce que nous on appelle, un peu dans un jargon, l'hyperpointe métro. Donc on part d'une situation à Rennes où, suite à l'ouverture du métro, en gros en 2003, on observait une très très forte fréquentation du métro, plus que le métro ne pouvait en absorber. Donc les gens devaient attendre sur le quai avant de pouvoir monter dans le métro 1 ou 2 rames plus tard. Donc cette concentration était très focalisée dans le temps entre les horaires de 7h40 à 8h. En creusant un peu, on a vu que notamment les étudiants de l'université pesaient fortement dans cette surcharge des rames. Et donc on est allé voir l'université. Donc dans un premier temps, l'université nous a dit « Ah mais c'est pas notre problème, nous on a déjà des emplois du temps pour 18 000 étudiants à gérer, ne venez pas nous rajouter une contrainte, c'est pas possible ». Et donc à force d'échanges avec eux, etc., au début donc, ils nous disaient « Il n'y a qu'à rajouter des rames, il n'y a qu'à augmenter la fréquence, etc. » Mais en fait, ces solutions techniques, elles se chiffrent en millions d'euros. Donc pour une collectivité locale, c'est une décision déjà qui s'étale dans le temps et qui est lourde en conséquences. Du coup, à force d'échanger avec eux, on a quand même pu aboutir à une expérimentation dans un premier temps, de décaler les horaires des étudiants d'1 quart d'heure. Alors pas de tous les étudiants, sinon on faisait que reporter le problème, mais de la moitié des étudiants. Donc en décalant d'1 quart d'heure les horaires de cours des étudiants, donc ce qui a demandé quand même un effort important à l'université, parce qu'il a fallu revoir les emplois du temps, etc., on a obtenu une baisse de la charge des wagons de 17%, donc moins 17% de la charge
les rames de métro en heure de pointe. Et finalement, tout le monde s'en est ressenti gagnant, puisque les étudiants, mais aussi les professionnels enseignants de l'université, constataient un meilleur confort de transport. Et donc là, on a un peu deux niveaux, c'est-à-dire, d'une part, l'idée de prendre en compte l'intérêt général dans une décision a priori individuelle de caler les horaires de l'université. L'université pensait pouvoir faire ça dans son coin toute seule. Et j'ai oublié de le dire, mais cette réflexion, on l'a menée aussi avec les autres établissements qui sont sur la ligne de métro. Donc on a vraiment eu des échanges entre établissements. Donc premier aspect de gestion un peu collective. Et d'autre part, le fait d'avoir changé collectivement les horaires des étudiants a permis une amélioration du quotidien des usagers de la ligne, et donc aussi une amélioration de la gestion temporelle individuelle, puisque au lieu de devoir partir des fois un quart d'heure plus tôt pour être sûr d'être à l'heure en cours, maintenant on a une fiabilisation un peu des temps de parcours. Alors pour cette idée de l'hyperpointe et de montrer comme que tous les rythmes finalement sont liés à l'échelle d'un territoire, on peut la généraliser pour montrer qu'à l'échelle d'un territoire, finalement, il y a différents rythmes qui structurent l'organisation et le fonctionnement de notre territoire, que ce soit les rythmes scolaires. On a vu au moment du changement de rythme scolaire à quel point finalement ça avait des incidences sur plusieurs rythmes de la société, les horaires de travail, les horaires de transport, les horaires des services à la population, et tout ça en respectant les rythmes biologiques. Donc ça, c'est une première idée, de prendre en compte l'ensemble des rythmes qui structurent un territoire. Et l'autre idée, c'est aussi de prendre en compte la spécificité des territoires. On n'a pas le même rythme de vie à Barcelone qu'à Göteborg. C'est vraiment, on n'a pas les mêmes habitudes sociales. En ce moment, Barcelone a toute une réflexion pour changer les rythmes sociétaux de la ville, et c'est une démarche de longue haleine. Et donc là à l'échelle juste du territoire français, j'ai voulu l'illustrer en montrant des cartes qui ont été faites à partir des données de téléphonie mobile. Donc ça montre en fait la concentration d'utilisation de la téléphonie mobile entre un jour de semaine où on voit une forte concentration dans les pôles urbains et métropolitains du territoire, un dimanche où on voit une diffusion de population beaucoup plus importante sur l'ensemble du territoire, dans les territoires périurbains, voire ruraux en France, et enfin la spécificité de l'été avec un héliotropisme ou un littéralotropisme qui amène tout le monde sur la côte. Pour finir, je voulais revenir à la question de base sur est-ce que la gestion des temps est un enjeu individuel ou collectif. Vous avez compris que ma réponse est plutôt que c'est un enjeu collectif qui prenne en compte à la fois une organisation collective qui prenne en compte les besoins individuels et à la fois des décisions individuelles qui prennent en compte les enjeux collectifs. Et cette idée n'est pas nouvelle. J'ai parlé au début des beffrois du Moyen-Âge comme organisation temporelle collective. Et là, je voulais reprendre l'illustration de la fresque de Sienne sur le bon gouvernement. Et déjà aussi à l'époque, on retrouve en fait comme un des piliers du bon gouvernement le temps, représenté ici par la figure de la tempérance et avec le sablier, qui nous invite donc à repenser le temps, enfin, qui dit que la gestion du temps est un enjeu collectif et un des éléments du bon gouvernement à l'échelle locale. Alors à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle plus globale, sociétale, quelques éléments de réflexion pour une réflexion sociétale sur un aménagement collectif du temps. Alors, j'aurais pas dû mettre égalité homme-femme, il faudrait mettre équité homme-femme par rapport aux autres intervenants aussi qui sont intervenus avant, mais là-dessus, je vous renvoie à des sujets qui sont sur le temps de congé de naissance donné enfin, aller vers une égalité des temps de naissance, des congés liés à la naissance pour les hommes et pour les femmes permettrait un investissement de la naissance des hommes qui peut contribuer à terme à une meilleure égalité, une meilleure équité entre femmes et hommes. Je vous renvoie aussi à des enjeux donc, toujours sociétaux sur la répartition du temps tout au long de la vie. On a vu avec les schémas aussi de Jean-Vière la forte concentration des contraintes temporelles sur une période de notre vie. Une réflexion sur les rythmes de travail. Donc j'ai cité tout à l'heure les réflexions qu'il y a sur les rythmes
travail de nuit, et enfin des enjeux d'aménagement du territoire, puisque en maillant le territoire en services publics, on permet une certaine égalité dans l'accès aux services. Et donc c'est aussi un des aspects de l'égalité temporelle, c'est le temps qu'on met à aller à une école, à une maternité, à son lieu de travail ou autre. Donc ça, c'est les enjeux plutôt à l'échelle sociétale, et à l'échelle locale, qui est moi l'échelon auquel je travaille au bureau des temps de Rennes. On a de plus, finalement, les maires des communes ne sont pas dépourvus de leviers pour réfléchir à cette question temporelle et à l'échelle collective. Donc il y a les rythmes scolaires, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a aussi toutes les réflexions qui peuvent être menées sur les horaires de services publics, les horaires des bibliothèques, des piscines, des musées. Donc là aussi, on peut tenir compte au maximum des contraintes individuelles qui peuvent exister. La question de l'ouverture des commerces de dimanche, maintenant, c'est les maires qui ont la possibilité de définir le nombre de dimanches où les commerces pourront être ouverts sur leur territoire. Et enfin aussi, la question de l'organisation des temps collectifs pour permettre d'offrir des temps partagés, collectifs, à l'échelle d'un territoire, pour que les gens se rencontrent, soient peut-être moins devant les écrans, mais aient des occasions de partage, de découverte, de venir à des conférences comme Time World pour, pour s'enrichir. Et pour finir, je voudrais juste vous montrer, alors je ne sais pas si ça va marcher, un petit film. Le temps. Le temps. Le temps qui passe, le temps qu'on prend, le temps qu'on perd, l'espace-temps, le temps qui file, le fil du temps, le temps qui glisse, en un rien de temps, le pas le temps, le juste à temps, le temps partiel, la nuit des temps, le temps libre, le temps de vivre, le temps utile, le temps fragile, le temps. C'est l'heure du temps, l'heure d'un tempo différent, l'heure de tempo territorial qui fédère les politiques temporelles pour réduire les inégalités liées au temps. Au temps. Le temps des villes, le temps des régions, le temps des habitants. Il est temps de repenser le temps. Partout, tout le temps. Passons à l'heure du temps. C'était juste un petit film qu'on a réalisé dans le cadre de notre réseau national qui réunit les bureaux des temps qui existent dans les différentes collectivités pour sensibiliser justement à l'enjeu d'une prise en compte collective des temps à l'échelle locale. Voilà, j'en ai fini, donc je suis disponible pour répondre à vos questions. Donc effectivement, Rennes est une des premières villes à avoir eu un bureau des temps sous l'influence d'Edmond Hervé, qui effectivement avait aussi produit un rapport parlementaire sur le temps des villes en 2001. Mais on n'était pas les premiers, il y avait aussi Belfort, Poitiers, Saint-Denis, enfin d'autres villes qui nous avaient précédés et d'autres villes qui nous ont rejoints depuis. Donc aujourd'hui, on a une trentaine d'adhérents dans notre réseau, mais en collectivité vraiment pure et dure, on est une grosse dizaine, une petite quinzaine à peu près. Donc ça reste relativement marginal en France par rapport au nombre de collectivités locales. Ceci dit, après, les projets que l'on a pu développer en tant que bureau des temps dans les collectivités ont été repris assez souvent par d'autres collectivités, sans forcément créer un bureau des temps, mais en se basant sur les travaux que nous, on avait pu faire sur les horaires de ménage, par exemple, sur l'hyperpointe. Il y a une expérimentation en cours là, sur la Défense, par exemple, où il y en a eu à Saint-Denis ou Évry-Courcouronnes. Voilà, il y a d'autres territoires qui finalement donnent suite à nos projets sans forcément adhérer
formellement à notre réseau, mais comme nos réunions sont assez ouvertes, on a toujours plus de participants que d'adhérents stricto sensu. Alors, deux petits éléments pour répondre. On a d'autres collectivités qui s'intéressent, enfin d'autres organismes qui s'intéressent au temps. Notamment, il y a une réflexion en ce moment sur des universités qui s'intéressent pas seulement aux questions de mobilité, mais aussi de santé des étudiants, d'équilibre de vie, d'équilibre des temps pour les étudiants. Enfin, je serais curieuse d'entendre la table ronde des étudiants. Donc ça, c'est un point. Et sinon, en fait, sans forcément qu'il y ait un bureau des temps chez les employeurs, nous, par exemple, à l'échelle du territoire de Rennes, on anime des réflexions collectives avec les entreprises du territoire pour voir si on peut justement travailler sur un décalage des horaires ou le télétravail ou un télétravail partiel pour télétravailler pendant la pointe du matin et commencer sa journée de travail après. Donc voilà, c'est pas forcément ils se sont pas dotés d'entités ad hoc, mais ils participent aux réflexions locales. Alors, non, on n'y travaille pas directement, mais pour avoir échangé avec des juristes sur le sujet, etc., il y a eu beaucoup d'appétence des employeurs pour les forfaits journées, les forfaits jours, en disant finalement ce qui compte c'est le contenu, c'est pas le temps passé au travail, etc. Et on commence à avoir les premières plaintes de salariés disant mais finalement quand je travaillais 12 heures par jour j'étais pas si content que ça et je redemande à réestimer mon temps de travail en temps et à récupérer éventuellement le salaire que j'ai pas perçu pour toutes ces heures sup effectuées. Donc je pense oui, et certains plaident pour le retour de la plainteuse. Là moi j'ai pas forcément d'avis ou je vais pas le partager là, mais c'est à la fois, il y a une décorrélation entre temps de travail et contenu, et à la fois, on a peut-être quand même besoin d'un certain accord sur un temps max à ne pas dépasser, pour protéger les salariés notamment. Mais bon, c'est un autre sujet, on pourra en reparler. Effectivement, donc j'ai parlé tout à l'heure du maillage en service public à l'échelle d'un territoire pour réguler un peu les temps d'accès aux différents services du quotidien. Mais il y a aussi plein d'autres aspects, notamment est-ce que nos espaces publics ou nos bâtiments publics sont compatibles avec une diversité d'usages au fil du temps de la journée, de la nuit, de la semaine, mais aussi une réversibilité possible si demain les usages ou les besoins sont différents. Donc il y a toute une réflexion qui est liée à la résilience aussi, mais sur l'usage, la polyvalence des espaces publics et des espaces bâtis, et même des constructeurs privés, Vinci ou autres, ont commencé à intégrer ces problématiques de prévoir par exemple dans les bâtiments une hauteur sous plafond qui soit compatible à la fois avec un usage de bureaux ou de logements, si demain finalement c'est des logements qu'il faut à cette place pour éviter de raser et reconstruire. Donc oui, j'ai pas trop développé ici ce sujet-là, mais c'est un des axes de travail et de réflexion.